Ouais, ah oui, merci. Qui me semblait correspondre un petit peu au problème qu'on peut avoir dans l'évaluation du ventricule droit chez un patient qui a une cardiopathie ischémique. Et donc je vous présente un cas, donc c'est un monsieur qui est jeune, qui est né en 1949, qui n'a pas fait un infarctus inférieur, tel qu'on pourrait classiquement le retrouver dans les infarctus du ventricule droit, tel qu'on pourrait le retrouver à la phase aiguë d'un infarctus. Je ne vous ai pas présenté d'infarctus du VD parce qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, avec la revascularisation précoce, on n'en voit pas beaucoup de patients, enfin très peu même, de patients qui ont des dysfonctions ventriculaires droites telles qu'on voyait il y a quelques années et qui régressent progressivement. Donc c'est peu un problème clinique. Le problème que l'on a surtout, c'est après un infarctus, des patients qui ont un remodelage défavorable et qui ont une indication à éventuellement un traitement type assistance, greffe, et chez qui on a du mal à mettre en place les médicaments. Donc je vous montre ce monsieur. Alors je vais monter le gain peut-être. Voilà, c'est peut-être mieux. Encore un peu peut-être. Donc du coup, vous avez un patient qui, comme vous pouvez le constater, a une très sévère dysfonction ventriculaire gauche, avec une séquelle d'infarctus antéro-septo-apical, un petit anévrisme apical que vous voyez ici, là. Vous voyez moins bien que moi, il faut reconnaître que je vois mieux que vous, mais je ne sais pas pourquoi c'est si sombre. Et donc la question qui va se poser, c'est est-ce que la fonction du ventricule droit est bonne ou pas bonne? Ce patient a fait un choc cardiogénique, il a nécessité une hospitalisation aux soins intensifs pendant une quinzaine de jours. Et là, on le réévalue pour se poser la question de la suite de la prise en charge, sachant qu'on n'a pas pu introduire de traitement bêta-bloquant, qu'il a juste des diurétiques et des anti-aldostérone. Il n'a pas d'IOC parce qu'il se balade à 80 de pression artérielle systolique. Et donc, je voudrais savoir ce que vous pensez de la fonction du ventricule droit. Comme ça, à vue de nez, est-ce que vous diriez que cette fonction du ventricule droit est bonne ou pas bonne? Donc je crois entendre qu'elle n'est pas trop mal. Donc il y a des arguments qui laisseraient penser qu'elle n'est pas trop mal, à savoir que la géométrie triangulaire du ventricule droit est respectée. Donc ça c'est plutôt rassurant. Donc on va essayer de regarder le ventricule droit avec plus de détails. Je vais augmenter le gain à nouveau. Donc là, effectivement, on a vraiment une géométrie bien triangulaire du ventricule droit. Au passage, vous voyez que ce patient, du fait de sa sévère dysfonction ventriculaire gauche, est porteur d'un défibrillateur automatique implantable. Que ce défibrillateur automatique implantable a un... Oh, on voit pas super, hein. Moi, je vois bien, c'est ça qui est troublant. Je vais monter les gains à fond. Donc il y a une petite... Ouais, c'est moche là, mais il y a une petite fuite de la valve tricuspide, mais pas grand-chose. Donc je reviens sur des images. Donc, ça, c'est la fuite mitrale. Donc je reviens sur cette image-là, et donc on peut essayer de mesurer le TAPS. Donc là, on peut le faire éventuellement en reconstruit. Et quand vous regardez le TAPS en reconstruit, vous voyez qu'ici l'excursion systolique de l'anneau tricuspide est très faible. Donc c'est pas terrible. Donc je vais pour regarder éventuellement, ici je l'ai fait en Doppler tissulaire parce qu'on fait ça chez nous. Là j'ai fait un zoom où je suis bien parallèle à la paroi libre du ventricule droit. Et on va pouvoir mesurer donc ici le TAPS, donc, qui est donc l'excursion ici entre la diastole et la systole, et on a un TAPS qui est inférieur très clairement à 14, puisqu'on est aux alentours de 10. Donc on a ici un TAPS qui est défavorable. On fait le Doppler tissulaire à l'anneau tricuspide. Vous voyez qu'on a une onde S qui est à 5 cm par seconde, donc très défavorable. Et permettez-moi d'insister à nouveau sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Regardez l'importance des événements mécaniques que l'on enregistre ici en période de relaxation isovolumique. Normalement, il devrait y avoir un passage direct de la systole à la diastole. Et là, vous avez tous ces pics-là, négatifs, négatifs, positifs, qui sont absolument pathologiques. Donc quand vous avez ces événements mécaniques ici en période de relaxation isovolumique, très clairement, vous avez une dysfonction ventriculaire droite, vous avez un patient qui va poser des problèmes, et donc vous ne pouvez pas retenir le diagnostic de bonne fonction ventriculaire droite avec un Doppler tissulaire de la sorte. Alors on peut essayer de mesurer IVA, je vous l'avais décrit tout à l'heure, donc on va le faire en direct.
Voilà, donc du coup, pour mesurer IVA, on va prendre les calipers et en fait, on va mesurer cette pente-là, donc la pente de contraction isovolumique. Et vous voyez que ici, l'accélération, donc IVA, est à 0,72. Si vous voyez un peu quand même. Donc la pente est à 0,72 mètres seconde carré. Donc 0,72, ça traduit bien une dysfonction ventriculaire droite marquée chez ce patient. Donc on a bien un patient qui semble avoir une dysfonction ventriculaire droite. On va pouvoir faire le strain de la paroi libre du ventricule droit pour vous montrer que c'est quand même très accessible. Voilà. Et on a un strain de la paroi libre du ventricule droit qui est à 8,7. Donc là encore, une dysfonction ventriculaire droite très sévère. Il nous reste à regarder en sous-costal comment se comporte le ventricule droit en sous-costal. Alors, il faut que je sorte de ça. Et voilà, donc vous avez ici la vue sous-costale. Je vais monter à nouveau le gain pour voir l'épaisseur de la paroi libre du ventricule droit qui ici est préservée. Donc on a vu que tous les paramètres de fonction longitudinale étaient très péjoratifs. Et quand vous regardez la fonction radiale, vous voyez que ce n'est pas terrible, que ça ne se contracte pas beaucoup. Éventuellement, on peut s'en persuader en faisant un tir TM sur la partie basale du ventricule droit. Donc là, vous avez ici donc, les variations systolo-diastoliques de la paroi libre du ventricule droit. Et on peut mesurer l'épaisseur du ventricule droit. Qui est ici de 5 mm, donc qui est à la limite de la normale. Voilà. Et on peut continuer à tourner. Donc ici, une vue spécifique sur le ventricule droit. On tourne vraiment autour de ce ventricule droit. Ici, une vue parasternale, petit axe dirigé sur le ventricule droit. Vous voyez que la chambre de remplissage peut-être a une cinétique encore pas trop catastrophique, mais quand vous allez vers l'apex du ventricule droit, c'est vraiment catastrophique. Et quand vous regardez la chambre de chasse du ventricule droit, regardez ici ce qu'on disait tout à l'heure, vous avez vu comment c'est dilaté, le segment basal ici, donc qui correspond à la chambre de chasse proximale du ventricule droit, donc très très pathologique. Et je ne sais pas si j'ai la chambre de chasse distale, je ne la trouve pas là, mais on voit que vraiment ce ventricule droit ici il est totalement akinétique. Donc on a affaire à un patient, je vous remets la vue apicale 4 cavités, qui a donc une cardiopathie ischémique extrêmement sévère, une fraction d'éjection du ventricule gauche qui est inférieure à 20%. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas montré, que j'aurais dû vous montrer. J'ai fait exprès, mais est-ce que vous avez remarqué qu'il y a un truc que je n'ai pas dit ? C'est les pressions de remplissage et les pressions en aval du ventricule droit. Donc je vous montre la veine cave inférieure ici qui n'est pas très dilatée, qui n'est pas non plus très compliante. Et la PAPS ici qui est estimée anormale puisqu'on a une vitesse maximale de la fuite récuspide à 2,9. Donc c'est pas catastrophique. Ah oui, vous voyez vraiment pas bien. C'est pas catastrophique, mais il a quand même des pressions droites qui sont, semble-t-il, un peu augmentées, mais pas très augmentées. Donc on doit sans doute être là à un moment optimal de l'évaluation du patient. Il a été bien diurétiqué. On n'a plus de franche hypertension pulmonaire et donc on peut vraiment juger de la fonction du ventricule droit. Si ce même patient avait une PAPS à 80 mm de mercure, clairement on serait en défaut pour évaluer la fonction du ventricule droit. Alors que là, on a des pressions droites qui sont subnormales ou un tout petit peu augmentées et tous nos paramètres de fonction ventriculaire droite sont pathologiques. Donc on peut vraiment dire que ce malade qui a une cardiopathie ischémique sévère a une dysfonction ventriculaire droite et qu'à l'évidence, on ne pourra pas lui proposer autre chose qu'une assistance biventriculaire, donc un cœur artificiel total ou une transplantation cardiaque rapidement. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou sur l'application? En fait, ce que je vais regarder. Ah ok, pardon. Oui. Juste après, oui. Okay. Est-ce que ce patient avait une IP, une insuffisance, parce qu'on n'a pas vu l'étude une insuffisance pulmonaire Non, qui conforte plus le diagnostic quand on a la PH?
Non, non, oui, j'ai pas montré le flux pulmonaire, mais il n'avait pas non plus d'éléments en faveur d'une hypertension pulmonaire. Il a eu un cathétérisme droit qui permettait de voir que la résistance pulmonaire était normale, inférieure à 2. Et d'ailleurs, ce patient, du coup, est en cours d'attente d'une transplantation cardiaque. Donc là, j'ai des questions qui arrivent sur l'application. Comment peut-on mesurer la PAPS en cas de sténose pulmonaire? Là, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais... La dernière. Non, on la voit pas. Bon, s'il y a une sténose pulmonaire, je pense que c'est quand même une situation où il faut vraiment avoir recours au cathétérisme droit. Puis normalement, s'il y a une sténose pulmonaire, il est quand même peu probable qu'il y ait une hypertension pulmonaire associée. Mais vous vous souvenez quand même que pour utiliser l'équation de Bernoulli simplifiée, delta P est égal à 4V2, il faut être sûr que l'orifice que l'on considère pour mesurer, enfin pour évaluer les pressions est un orifice normal. Donc s'il y a une sténose ou une fuite trop importante, l'équation de Bernoulli simplifiée ne peut pas être utilisée. Donc si vous avez une IT laminaire, vous ne pouvez pas utiliser la mesure de la PAPS, même si ça ne marche pas si mal en pratique. S'il y a une pathologie de la valve pulmonaire, c'est pareil, au même titre qu'on pourrait avoir la même réflexion pour les cavités gauches. Ouais, alors ouais, effectivement, ouais, c'est pas très fréquent, mais effectivement, il peut y avoir de la diastolie avec effectivement une fuite pulmonaire qui va nous permettre de mettre en évidence cette adiastolie. Alors là, c'est pareil, si vraiment on en est à supposer qu'il y a une adiastolie, il est quand même de bon ton de faire un cathétérisme droit, je pense, pour conforter le diagnostic. Donc c'est des signes indirects. De là à en faire quelque chose de certain, je pense que c'est important de faire un cathétérisme droit. Donc, en parlant de cathétérisme droit, là, on pose la question concernant les pressions pulmonaires. L'absence d'HTAP n'est-elle pas liée à la dysfonction VD qui ne génère plus de pression? C'est vrai. C'est effectivement une bonne remarque. Quand le ventricule droit est trop pathologique, il y a théoriquement plus la possibilité de générer une hypertension pulmonaire. Cela dit, quand il y a une hypertension pulmonaire qui entraîne une dysfonction ventriculaire droite, l'hypertension pulmonaire demeure. Et dans les hypertensions pulmonaires idiopathiques, les patients peuvent avoir 80 de PAPS et puis avoir une fonction ventriculaire droite catastrophique. Et d'ailleurs, ça en fait un élément pronostique. Donc, c'est vrai qu'il faut normalement avoir une fonction ventriculaire droite correcte pour générer un niveau de pression pulmonaire élevé, mais ce n'est pas une relation aussi linéaire que ça. Là, en l'occurrence, je peux vous garantir que ce patient, il avait un cathé droit où les résistances pulmonaires étaient inférieures à 2 et une PAPS qui ne dépassait pas 45 mm de mercure et une PAP moyenne qui était à 22 de mémoire. Merci. Dr Chamy? Oui, je voudrais poser une question sur mon cas, votre avis sur mon cas. Voilà, je vous rappelle, donc cette unité résiduelle importante post-chirurgie du cœur gauche. Donc pour l'indication thérapeutique, effectivement, si on réfère aux guidelines, donc on devrait opérer le patient quand il a une unité sévère, très symptomatique, mais avec un VD qui n'est pas trop mal et pas trop d'HTAP. Je ne sais pas quand est-ce qu'on trouvera ce patient. Du coup, donc quand il y a une cardiopathie droite isolée, effectivement, c'est cette situation-là, mais c'est vrai que c'est une situation qui est exceptionnelle. Pas chez nous, hein. Malheureusement, bon, déjà, la patiente n'a pas été opérée au Maroc, mais bon, quel que soit le cas, c'est vrai que nos chirurgiens s'attellent à opérer même un peu trop souvent la tricuspide, mettre des anneaux ou en moins de Vega, mais malgré tout, on a des IT résiduelles. Et donc, l'IT résiduelle post-remplacement, on en voit tout le temps, mais quand c'est des IT importantes comme ça, la décision thérapeutique, franchement, ça nous pose c'est vrai que un vrai problème. Je réfléchis en même temps à ce que, donc effectivement à votre cas et ce que moi j'ai connu, de patients qu'on connaît ou qu'on a discuté en staff. Il faut reconnaître que quand on a affaire à une fuite tricuspide où effectivement on est embêté, on ne comprend pas si le VD est correct, pas correct,
quel est le mécanisme précis de la fuite, est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose qui va être solide. En fait, on a un raisonnement qui est assez simple et qui est un peu le copier-coller des fuites mitrales secondaires. C'est qu'en fait, plutôt qu'aller tenter une plastie tricuspide qui ne va pas marcher, alors après, tous les chirurgiens ont leur technique, donc si tous les chirurgiens ont leur technique, c'est bien qu'il n'y en a pas une qui est bonne. Et donc, en général, nous, on met une valve. Hein. Oui. On met une bioprothèse et puis basta, ça va très très vite. Mmh. On est sûr qu'il n'y aura pas de fuite. Le temps de CEC, s'il y a besoin d'une CEC, va être très 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 court. Donc la souffrance du va être limitée au maximum. Et donc on espère faire ça. Mais c'est sûr que la morbidité est pas nulle. Voilà. Et donc dans ce cas-là, nous on s'assure quand même que le VD soit pas trop pathologique, parce que c'est vrai que ces malades-là qui ont des fuites tricuspides isolées sont souvent longtemps asymptomatiques et donc arrivent toujours avec un certain degré de dysfonction ventriculaire droite. Et la question, c'est pas de savoir s'il y a une dysfonction ventriculaire droite, c'est plutôt de savoir s'il n'y a pas trop de dysfonction ventriculaire droite. Et donc tous les critères échographiques, la gamma-angio, l'IRM, avoir une sorte de panel d'examens qui vont conforter l'idée que potentiellement le patient va récupérer après, comme on disait sur la question de tout à l'heure. Le timing, donc, c'est un peu au pifomètre. Je pense que dès que le ventricule droit n'a plus de morphologie normale, et que le ventricule droit n'est pas encore trop catastrophique, on essaye d'y aller. Mais je sais que c'est pas facile. J'ai en mémoire là un patient où je suis pas d'accord avec un collègue. Moi, je pense avoir raison, forcément, lui aussi. Et en fait, je pense qu'on est tous les deux dans le vrai. C'est-à-dire que lui, elle voit de manière froide les résultats des examens. Moi, je vois les examens que j'ai faits moi-même. Et donc, du coup, j'ai une interprétation qui n'est pas que les valeurs quantitatives. Et j'ai quand même le sentiment que les choses se dégradent. Et donc, j'ai envie de faire opérer le malade. Mais quand je présente objectivement le dossier au staff, personne ne me croit. Donc, c'est vraiment bizarre. Merci. Moi, j'ai une remarque pour Dr Chamy. Pour les IT résiduels, je pense qu'il faut voir au préalable l'échographie avant la chirurgie, par qui elle a été faite. Est-ce qu'il y a eu un calcul de l'anneau tricuspidien au préalable pour dire au chirurgien qu'il faut une annuloplastie malgré qu'il y a une unité minime, et le degré de pression préexistant avant la chirurgie du cœur gauche. On sait que l'hypertension résiduelle, si elle est importante, ça évolue dans le temps et ça peut entraîner une IT importante avec un diastasis important. Et là, la chirurgie de Redux devient dangereuse pour le patient. Et est-ce que vraiment vous demandez les documents avant de confier secondairement au chirurgien? Bon, cette patiente, je l'ai vue en post-opératoire. Je ne la connaissais pas avant. Mais je n'arrive pas elle n'arrive pas à me retrouver ses échographies en préopératoire. Et elle m'a dit que dès sa sortie de CEC, donc là où elle a été opérée, déjà le réanimateur lui a dit bon voilà, vous gardez quand même une petite fuite sur une valve. La fuite n'était pas toute petite, ça ne fait que 2 ans qu'elle a été opérée, elle est déjà massive. Donc voilà, je n'ai aucune idée sur l'échographie en préopératoire. Donc merci, je sais qu'il y a des questions et qu'il faudrait s'arrêter pour la pause café parce qu'on enchaîne tout à l'heure avec l'insuffisance cardiaque. Merci pour tous les intervenants, merci pour l'assistance et on passe pour la pause café, je pense, de 10 minutes.